Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente Mathieu Roy, analyste en développement de fonds chez SSQ. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter Johnny Quigley, vice-président Service Investissement Institutionnel chez Isdale, ici pour nous parler de leur stratégie d'action américaine et l'importance de ne pas négliger les actions de faible capitalisation dans un portefeuille. Sachez, s'il reste du temps à la fin de la présentation, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez poser via la section Q&A de votre interface WebEx. Vous pouvez aussi communiquer en tout temps avec votre représentant SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Sans plus tarder, Johnny, la parole est à toi. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour la présentation. Bonjour tous. Merci d'être présents sur l'heure du midi pour ce webinaire. Comme on dit, on va parler un peu de choses assez intéressantes, surtout ces temps-ci, ce qu'on voit au marché américain. Et surtout, l'idée, c'est de vous introduire le concept de regarder les petites capitalisations américaines. Fait que Mathieu, peux-tu partir à l'ordre du jour, s'il vous plaît? La table de Mathieu est assez simple. Il y a bien des pages, mais inquiétez-vous pas, je vais en sauter quelques-uns et ça va être assez bref. Je vais commencer en vous introduisant un peu qui nous sommes. Fait que peux-tu aller à la page 4, Mathieu? Comme vous voyez, premièrement, on est une petite firme de Toronto. On gère seulement des actions canadiennes. On a presque 2,3 milliards d'actifs sous gestion. On a été fondé en 1996. On a presque au-dessus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. On a aussi notre argent aligné avec nos clients. Souvent, on investit dans nos propres placements, nos propres idées. Fait que déjà là, on a, comme on dit, l'alignement des intérêts et des deux côtés. On est considéré comme une firme fondamentale quantitative. Donc, nos modèles sont assez pensée fondamentale, mais les opérations se font d'une façon quantitative. Donc, en termes de couverture, nous avons une très grande couverture. On peut faire toutes sortes de stratégies de concepts, d'idées, et ce qui amène des choses assez intéressantes. On est vraiment ce qu'on appelle un système de placement qui s'adapte à la réalité du marché. Donc, on est toujours en fonction, un peu comme à la Darwin, de s'adapter pour survivre, s'assurer qu'on est toujours en fonction du marché et voir ce qui se passe. Et on est en affaires avec la compagnie SSQ Assurance depuis 2012, le 30 avril 2012, la première fois qu'ils nous ont embauchés. Et on gère depuis, je dirais, 2015, le 1er novembre, le 17 novembre devant les journées, là, les actions américaines qu'on doit vous présenter pour aujourd'hui. Peux-tu passer à l'autre page, s'il vous plaît? On est, comme on dit, indépendant, donc grosso modo, aucun intérêt ou aucun lien avec une compagnie financière. Même notre investisseur privé n'est pas dans l'univers des finances, fait qu'on est vraiment très autonome là-dessus. Comme je vous avais dit au début, on a à peu près 21 millions de notre propre argent et on est détenu grossièrement par toute la compagnie en termes, donc les associés, donc on est vraiment très, très indépendant. Peux-tu passer à la page 5, s'il vous plaît, Mathieu? On est axé sur des actions, comme je vous ai dit, et on regarde notre 2,3 milliards et vraiment en fonction des capacités qu'on peut gérer. Pour nous, c'est très important, surtout si on veut continuer à maintenir le potentiel de valeur ajoutée ou le alpha de chacun de nos stratégies. On doit gérer, comme on dit, les actifs. Donc, on s'assure que toujours on est bien représenté. Et grosso modo, on a des stratégies, ce qu'on appelle dans les primes de rendement, donc Return Premium Strategies. Dans les faibles capitalisations, depuis 1996, donc presque 36% de nos actifs là-dessus. Capitalisation diversifiée et core. Core, j'utilise le terme core parce que nous ne sommes ni croissance ni valeur. On exploite toutes ces stratégies-là. Et aussi, on fait de la gestion alternative, donc le classique des fonds canadiens long short, le global long short et enhanced income, plus des 130-30. Nous sommes à l'intérieur de ces genres de stratégies-là. C'est grâce à ça qu'on s'est fait découvrir un peu par SSQ à ce niveau-là en 2011. Peux-tu passer à la page 6, mon cher ami? Comme on gère énormément la capacité, dans l'anglicisme qu'on utilise, we're not asset gatherers, we're asset managers, c'est-à-dire qu'on s'assure à gérer des actifs en fonction de livrer la marchandise. Pour nous, c'est s'assurer que la qualité est toujours là, la valeur ajoutée est toujours présente et qu'on peut la maintenir sur le long terme. Vous avez ici un peu une image de ce que nous faisons à travers le temps, nos plus vieilles stratégies qui sont dans l'univers des small caps, jusqu'à ceux les plus récentes qu'on a gagnés dernièrement en Canadian Momentum Strategy. Ce sont des mandats bien spéciaux, bien spécifiés, mais en même temps qui ont des objectifs très détaillés. Et lorsqu'on a établi ça avec notre client et nous, je dirais, nos consultants, ça nous aide énormément à passer à travers le temps et surtout les ajuster dans le temps. On peut tourner à l'autre page. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet.
Une des questions qu'on se pose toujours la question, c'est pourquoi investir dans des actions américaines, surtout de faible capitalisation. Au Canada aussi, on se pose la question souvent lorsqu'on rentre là-dedans, c'est que la première prémisse qu'on dit, déjà là, le marché canadien est un petit marché, donc si je vais aux États-Unis, je devrais m'en aligner vers les grosses capitalisations, c'est quelque chose qui est plus logique. Le S&P 500, c'est un indice qui est reconnu après le Dow Jones, mais il y a d'autres indices qui sont là, puis il faut regarder à l'intérieur de ces indices-là pour trouver des titres très intéressants. Et aussi, il faut se mettre en considération, le S&P 500 ne couvre que 500 titres. Dans l'univers américain, il y en a beaucoup plus que ça. Et des fois, on en néglige le potentiel de ces titres qui ne sont pas dans cet univers-là. Est-ce qu'on peut passer à la page 8? Bon. Une des raisons principales qu'on entend, point de vue, je dirais, pratique, même côté académique, c'est que chaque fois qu'on va dans le small cap, ou les petites capitalisations, ou les faibles capitalisations, dépendant de comment vous voulez aligner ça, c'est le potentiel de valeur ajoutée. Et c'est vrai. C'est là que le marché est le plus inefficace. C'est ce que j'appelle la ligne mineure. Souvent, on va trouver des titres très, très intéressants qui ne sont pas encore reconnus, mais qui vont être reconnus soit par techniquement, je dirais, une valorisation de ces titres-là, ou soit dans certaines situations, surtout qu'on a connu au cours des dernières années, des activités de M&A, Merger and Acquisition. Donc, ce sont des façons de voir que le potentiel de la valeur ajoutée peut se dégager. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est que ce potentiel de valeur ajoutée-là est beaucoup plus élevé que les actions standards. Qu'on prend les grandes capitalisations canadiennes ou les grandes capitalisations nord-américaines, non nord-américaines, je dirais dans le sens des États-Unis ou le IFI, la valeur ajoutée est toujours faible. Au Canada, grosso modo, un bon gestionnaire dans les grandes capitalisations, donc, par rapport au TSX, peut faire à peu près entre peut-être 1,5 à peut-être 2,5 % de valeur ajoutée. Tandis que quand on rentre au niveau des États-Unis, ça tourne autour d'à peu près 1 % et au point de vue IFI, ça peut tourner à peu près autour de 1,5 %. Tandis que quand on regarde dans le small cap, le potentiel peut varier entre 4 à, dans certains cas, 10 % de valeur ajoutée. Et c'est ça qui est intéressant à aller chercher. Mais le paradoxe dans cette affaire-là, c'est où il y a le plus de potentiel de valeur ajoutée, c'est là qu'on met le moins de notre allocation, moins de poids. Et ça, historiquement, on a vu à travers le temps, l'allocation qu'un individu, un fonds de pension, une dotation ou autre, souvent, ça va être entre 5 et 10 % à cette catégorie d'actifs-là. Et en réalité, on devrait regarder une façon de dire, peut-être on devrait augmenter ça de façon à être un peu plus logique. Je ne veux pas dire d'aller à 100 %, mais juste 5 à 10 %, c'est peut-être pas assez pour vraiment valoriser cette valeur, ce potentiel de valeur ajoutée-là. Si on regarde à la page 9, s'il vous plaît, vous allez voir, on a regardé à travers le temps. Ça, c'est vraiment, on a utilisé un univers qu'on appelle eVestment, où on peut avoir tous les gestionnaires qui sont composés au niveau des actions américaines, qui sont en combat perpétuel avec le S&P 500, ce qui n'est pas toujours évident. Et on peut voir qu'à travers le temps, en termes de moyenne, la valeur ajoutée est à peu près autour de 1 % pour un gestionnaire médian. On a pris le gestionnaire médian parce que c'est le gestionnaire qui représente grosso modo une bonne partie de l'ensemble de l'univers américain dans les grandes capitalisations. C'est sûr, il faut toujours être chanceux et avoir le meilleur gestionnaire. Déjà là, vous augmentez votre valeur ajoutée presque à 5,5 en moyenne, donc il y a déjà une augmentation de 4,5, mais ce n'est pas évident. Et où vous pouvez avoir le malheur de tomber sur le moins bon, comme on dit, et être dans le côté perdant, donc perdre des périodes assez intéressantes, à peu près peut-être de 300 à 400 points de valeur d'ajoutée qui va être retranché de votre portefeuille. Le point que j'aimerais que vous reteniez là-dessus, c'est que c'est pas évident de battre le S&P 500. Puis on a des périodes comme de 97 à 99 où vraiment un gestionnaire médian avait beaucoup de difficultés à ajouter de la valeur. C'était l'époque des technos, des go-go ou le Nifty 50, comme vous voulez. Et il y a l'autre période qu'on a vue dernièrement, surtout dans la période à partir de 2014 jusqu'à 2017. C'était pas nécessairement une concentration dans un secteur ou autre, mais c'était plutôt l'amplitude des mouvements des marchés était drastique et très rapide. Fait qu'on passait dans l'anglicisme qu'on utilise, risk on, risk off. Au cours de cette période-là, c'était très difficile de calculer ce facteur-là et des gestionnaires, surtout catégorie valeur, ont eu un peu de misère là-dessus. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'il faut s'assurer que le gestionnaire, à travers le temps, peut acheter une certaine valeur et maintenir ce cap-là. Donc, ce n'est pas toujours en fonction de l'indice, mais c'est plutôt la catégorie dans ce créneau que le gestionnaire va exploiter. Est-ce que c'est le bon créneau? Puis, si vous regardez de l'autre côté, si on tourne à la page 10, comme je vous ai dit, acheter de la valeur ajoutée pour des petites capitalisations, c'est assez simple, oui, par rapport à l'indice qui est peut-être non, je dirais, efficace. Mais cependant, par rapport à un indice aussi standard que le S&P 500, même le gestionnaire moyen, médian,
par rapport à cet univers-là peut rajouter en moyenne 3,5. Donc, déjà, une bonification de presque 250 points de base d'aller chercher ce gestionnaire-là. Il y a une petite prime à aller chercher ça. Et là, en partant, c'est intéressant, mais si on regarde ce que je vous avais dit avec l'autre page avant, si vous trouvez le meilleur des gestionnaires, et si vous voulez aller chercher un très bon gestionnaire qui est capable d'acheter la valeur, déjà là, votre prime augmente presque de 8 fait que forcez presque 9,9 de valeur ajoutée si vous cherchez le gestionnaire de premier quartile. Mais comme vous pouvez voir les barres à travers le temps, ce n'est pas linéaire. Il faut être une patience. Et c'est pourquoi, quand j'ai commencé tantôt, je vous dis qu'il ne faut pas mettre 100% de ses œufs dans ce panier-là. C'est qu'il faut s'assurer d'avoir une représentation qui est assez efficace. L'idée, c'est de s'assurer qu'on peut maximiser ce côté-là. Si on regarde à l'autre page, la page 11, on a comparé notre fonds par rapport au S&P 500, notre fonds de small cap. Et lorsqu'on voit que techniquement, là, sur des périodes mobiles, notre fonds se classe bien, on est capable de maintenir le cap de valeur achetée par rapport au S&P 500. Oui, il y a des périodes où on va sous-performer. Souvent, j'ai un peu en blague, c'est peut-être l'occasion de remettre un peu d'argent à l'intérieur de cette stratégie-là. Mais de l'autre côté, sur des périodes mobiles plus longues, donc 3-5 ans, ce genre de stratégie-là est en train de surperformer le S&P 500, même dans des périodes où ça a été assez, je dirais, houleux pour les petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations, si on prend juste des indices, mais en termes de gestion active. Et c'est là la différence. Une gestion active est capable de battre un marché indiciel. Donc, un S&P 500 indiciel, on est capable d'ajouter de la valeur. Et si on est côté baseball un peu, notre batting average est à peu près presque de 79 Donc, sur une période de toutes les, mettons, les périodes de temps, on réussit à rajouter une valeur achetée presque à 79 des périodes. Les extrêmes sont assez intéressants. Donc, ça donne une idée que, en regardant ce côté-là, aller dans les petites capitalisations, il y a une valeur à aller chercher. C'est s'assurer que techniquement, on est bien campé, donc on trouve le bon gestionnaire, et en même temps de maintenir le bon niveau de risque de rendement à ce travers-là. Est-ce qu'on peut aller à l'autre page, Mathieu? Un des facteurs pourquoi je vous dis toujours de s'assurer de regarder le S&P 500, il y a un biais. C'est vraiment un biais de capitalisation qui est assez, horrible. On regarde actuellement là, des titres qui ont plus de 50 milliards d'actifs de capitalisation. C'est à peu près 68, presque 69 de l'indice. Et c'est seulement 114 titres, presque 20 du S&P 500 qui ont cette capitalisation-là. Le créneau que nous, on regarde actuellement, c'est le créneau inférieur à 5 milliards. C'est 10 points de base. Il y a 3 titres qui se retrouvent là-dedans. Fait que déjà là, on voit qu'il y a un biais assez gros pour les grandes capitalisations. Et ces grandes capitalisations-là sont surtout dans les titres de 50 milliards et plus. Lorsqu'on regarde la capitalisation pondérée dans son ensemble, c'est 221 milliards, presque 222 milliards de capitalisation. Tandis que la moyenne tombe à presque 49 milliards. Et lorsqu'on regarde le médian, donc sur les 500 titres, il y en a autant en haut qu'en bas. On a juste la capitalisation est à 21 milliards. Donc, on voit qu'il y a une dichotomie pure et simple au niveau de la capitalisation des marchés. Surtout dans le S&P 500, c'est tous des grands titres, donc les 115 titres qui tirent toute la capitalisation vers le bas. Quand ça va bien, ces titres-là vont en profiter, c'est eux qui vont montrer le marché, mais quand ça va vraiment mal, ces titres-là vont faire écraser ou baisser le marché de façon assez drastique. En plus, comme on dit dans notre domaine, 114 titres, ça ne donne pas une grande profondeur pour trouver des bonnes idées ou des bonnes opportunités. Est-ce qu'on peut passer à l'autre page, s'il vous plaît, Mathieu? Puis regardez, j'ai sorti les 20 plus grands titres de l'indice. Et on les reconnaît tous. C'est tous des titres qu'on entend parler énormément. Apple qui est rendu presque à 1000 milliards, c'est intéressant. Mais comme je me disais aussi, c'est qu'essayer de doubler cette valeur-là de 1000 milliards à 2000 milliards, c'est pas évident. Fait que ces titres-là sont peut-être rendus à un niveau qu'on appelle un peu l'anglicisme des blue chips. C'est peut-être des niveaux où ces titres-là, le potentiel de valeur ajoutée est peut-être pas aussi élevé, mais en termes de protection, c'est peut-être des titres qui sont intéressants. Le seul hic qu'il y a derrière ça, c'est qu'à la longue, si c'est juste ça qu'il faut faire, ben là, je dirais aller complètement indiciel, mais l'idée, c'est que s'assurer qu'on est capable de racheter une valeur et de mettre des choses en place. Donc, déjà là, en pouvant être un peu différent de l'indice, en sortant de ces grands titres-là et trouver des titres qui sont capables d'ajouter plus de valeur, qui ont un plus potentiel de croissance à long terme et qui peuvent offrir des choses aussi intéressantes parce que faut pas juste oublier, c'est pas juste la valorisation du PE qui peut amener un facteur intéressant, mais de l'autre côté, les petites capitalisations ont un facteur qui est un peu domestique et en même temps aussi, c'est qu'ils sont capables d'être actifs dans le M&A. Donc, dans certains cas, ces 20 titres-là peuvent acheter ces genres de petites capitalisations-là et en même temps payer une prime assez intéressante.
Est-ce qu'on peut passer à l'autre page, s'il vous plaît? Si on regarde au niveau des secteurs, je vous ai montré les deux secteurs, les deux indices qu'on va discuter. Le S&P 500, c'est pour les grandes capitalisations, tandis que pour nous, le Russell 2000 représente vraiment les petites capitalisations, c'est un indice de référence. Et on peut voir qu'il y a une distinction assez intéressante au niveau des pondérations et en même temps, surtout au niveau de la représentation des titres à l'intérieur de chacun des secteurs. Si on utilise juste seulement l'indice S&P 500 pour pêcher, comme on dit, c'est pas évident. Il y a des secteurs où il y a presque peu de titres. Télécommunications, il y en a juste 3. Vous avez un choix sur 3, puis vous devez le chercher. Ou vous avez dans l'immobilier qui peut être intéressant. Mais même là, c'est presque la moitié de ce qu'on peut avoir dans les services financiers et les soins de santé. Donc, il y a des secteurs où, je dirais, la profondeur n'est pas aussi énorme ou pas aussi large qu'on voudrait, puis en même temps pouvoir exploiter peut-être des titres qui sont sous-évalués. Quand vous avez certains titres qui sont très bas en termes de nombre, plusieurs des analystes qui restent vont les analyser, puis tout le monde va connaître l'information là-dessus. Tandis que si vous rentrez dans l'univers du Russell 2000, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de titres. Donc, dans certains cas, il y a peut-être plus de potentiel que certains titres ont été sous-évalués ou peut-être mal interprétés ou mal, je dirais, vu au point de vue du marché. Fait que ça peut être un potentiel d'une opportunité d'achat à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut voir à la page 15, s'il vous plaît? De l'autre côté de notre barre, on regarde souvent l'univers, puis la profondeur de cet univers-là. Puis on veut s'assurer qu'on est capable de l'exploiter. Au niveau des faibles capitalisations, donc pour nous, ce qu'on appelle tout ce qui n'est pas dans le Russell 1000, donc qui est un indice de grande capitalisation, la couverture totale de l'univers small cap aux États-Unis est à peu près 2541 titres qu'on peut trouver. Ça, c'est en date du 31 mars 2018. De ça, il y en a une section qu'on dit investissable. Donc, on peut vraiment acquérir, investir dedans. Grosso modo, nous, dans notre jargon, il faut avoir au moins une capitalisation de 50 millions et plus. Il y a une certaine liquidité. Donc, techniquement, ce n'est pas juste un titre qui s'engage une fois tous les 6 ou 7 mois, mais qui a une certaine liquidité à l'intérieur d'une base journalière ou hebdomadaire, dépendant si on rentre dans le niveau microcap, mais qui se maintient. Donc, on a déjà là, on se ramasse avec 2155 titres, ce qui est non négligeable par rapport à l'univers de 500. Si on regarde vraiment le breakdown entre ce qu'on appelle les faibles capitalisations, donc c'est 250 millions et plus, mais inférieur à l'indice Russell 1000, on trouve un univers d'à peu près 1721 titres à aller chercher. C'est assez intéressant parce que dans ce titre-là, soyons bien honnêtes, il y en a plusieurs qui sont négligés, qui sont mal évalués et qui sont totalement, je dirais non reliés avec la réalité de leur propre industrie. Fait que déjà là, ça peut être des potentiels d'opportunités d'achat. De l'autre côté, nous, on appelle ça un peu l'univers des mineurs, dans le sens de microcap. On a aussi 434 titres qui sont dans l'univers microcap. Ce pas des pink sheets, c'est pas des titres qui existent seulement sur papier. Ils ont vraiment une business, ils travaillent, ils ont un historique, ils ont des données. Ils varient entre 500 à 250 millions de capitalisation. Et ce sont les titres qui vont être qui vont migrer dans la prochaine génération vers les titres de faible capitalisation. Donc, ce sont des titres qui, avec le temps, vont se retrouver dans le Russell 2000. Il faut juste s'assurer qu'on a les bons titres. Les titres qui vont être migrés vers ça vont être bonifiés, tandis que ceux qui ne le seront pas, bien, ils vont soit être pris pour des acquisitions M&A ou qui vont soit faire une croissance organique qui va faire que techniquement, ils vont attirer l'attention et quelqu'un va les acheter soit sur un M&A ou autre chose d'activité. Est-ce qu'on peut passer à d'autres pages? Ça couvre les points qu'il y avait comme tel. C'est sûr que ça donne une vision intéressante. Il faut s'assurer que l'idée, c'est de trouver les bons titres puis comment les mettre. Mais l'idée, c'est qu'une fois que vous avez votre portefeuille américain, c'est quoi les impacts puis comment qu'on y arrive. Peux-tu passer à la page 17, s'il vous plaît? On voit qu'à l'introduction, ça c'est le fonds qu'on gère pour actuellement SSQ, le fonds SSQ Action américaine Hillsdale, le fait d'introduire ces petites capitalisations-là, déjà là, on se démarque par rapport au S&P 500. On a une meilleure diversification. On n'a pas une surreprésentation dans les titres de très grande capitalisation, ce qu'on appelle les méga caps ou, comme quelqu'un m'a déjà dit dernièrement, les méga longs, dans le sens le requin le plus gros qui n'est pas. On a réduit ce poids-là. On n'est pas à 69 %, on est plus qu'à 24 %, ce qui est un peu plus la réalité et beaucoup plus intéressant. On se retrouve maintenant, grâce à cette stratégie-là, à avoir une exposition au titre de grosso modo 5 milliards et moins. C'est à peu près un peu moins que 30 %. Ça peut donner un intérêt. C'est là-dessus qu'on va trouver le meilleur alpha et le potentiel de valeur ajoutée sur le long terme. Et
En même temps, en faisant ce portefeuille-là, vous voyez que la capitalisation pondérée boursière se retrouve à peu près autour de 41,6 milliards versus le 221,5 milliards. Fait que c'est vraiment très différent. C'est plus une approche diversifiée, qu'on appelle en anglais all cap. On est à travers tous les univers. Il n'y a pas un secteur qui est négligé ou qui est surpondéré. Est-ce qu'on peut passer à l'autre page, s'il vous plaît? L'autre côté, oups, une petite coquille, je vais corriger après. Vous avez les 20 principaux placements du fonds. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a pas un qui dépasse le 1 Fait que déjà là, à ce niveau-là, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de facteurs qui vont affecter énormément le portefeuille, autre que la sélection des titres et une meilleure diversification. Et en même temps, beaucoup de ces titres-là ne feront pas partie du S&P 500. Vous allez en avoir quelques-uns, comme Twitter, Boeing ou MSCI, mais règle générale, il y en a plusieurs qui ne feront pas partie de l'indice. L'activité, ce que vous voyez en haut, c'est le Active Share, on va être très différent. Donc, grosso modo, peut-être 17-18% du portefeuille va ressembler au S&P 500, mais le reste va être vraiment très, très différent du S&P 500 et on va être capable d'acheter de la valeur achetée à travers le temps. Est-ce qu'on peut passer à la page 19, s'il vous plaît? Ceci a une implication assez intéressante parce que le portefeuille comme tel du fonds Hillsdale SSQ, Action américaine, est composé de deux stratégies. On appelle ce qu'on appelle la stratégie core américaine, donc c'est vraiment des grandes capitalisations. Et ça ressemble un peu assez près de l'indice, mais avec des paris sur certains secteurs. Et c'est ça qui est intéressant parce que d'une stratégie à l'autre, les secteurs, les paris ou les surpondérations vont être différentes. Pour les grandes capitalisations, actuellement, on trouve deux créneaux très intéressants. Technology, Information Technology, puis Healthcare. Je m'excuse, c'est un peu franc-anglais, mais ce sont des documents qui sont pas faciles à traduire à cause des liens. C'est sûr que ces secteurs-là sortent de plus en plus ces jours-ci à cause de tous les problèmes qu'on connaît aux États-Unis. On a vu tous les embargos qui sont faits, ces choses-là, mais actuellement, il n'y a pas eu d'embargo sur le côté santé, il n'y a pas eu d'embargo sur le côté technologique. Donc, ces secteurs-là sont encore un peu immunisés à ces facteurs-là et c'est eux qui présentent le meilleur potentiel de valeur ajoutée à travers pour les 6 à 12 prochains mois, dépendant de ce que le président des États-Unis va faire au cours de cette période-là, qui est assez difficile à prédire. Si on regarde de l'autre côté, donc on part en page 20, ça c'est le fonds de petite capitalisation, lui est totalement différent. Ce fonds-là est plus axé sur des actions qui sont domestiques, donc sont vraiment reliées au côté domestique, qui sont capables de trouver des choses intéressantes et se maintenir à l'intérieur. Et c'est là qu'on voit que le côté industriel américain est encore solide, donc on trouve de très bons titres, de très bons potentiels, même avec tout ce qui se passe à travers le monde, à l'intérieur domestique, le côté industriel est encore très solide, donc les titres ressortent et sont assez intéressants. Et le côté financier. N'oubliez pas, aux États-Unis, le marché américain est très, très déréglementé sur le côté financier. Il y a beaucoup, beaucoup de petites banques, donc des petites banques régionales, inter-États, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus qu'au Canada. Dans certains cas, il y a peut-être au-dessus de 3 000 à 4 000 petites banques. Elles ne sont pas toutes cotées, elles ne sont pas toutes suivies, mais la profondeur par rapport au marché canadien déjà est beaucoup plus élevé et c'est eux qui offrent aussi le meilleur potentiel de valeur parce que ces petites banques-là ont une synergie qui est assez domestique, assez nationale, mais en même temps, de temps à autre, ils se font acquérir par les plus grosses. Fait qu'il y a toujours un genre d'activité qui fait que la prime se maintient à travers des cycles. Ils sont moins influencés par les mouvements financiers dans le sens qu'au les taux d'intérêt, ces facteurs-là, et ils sont peut-être plus régionalisés. C'est l'idée qu'il faut avoir un portefeuille un peu plus diversifié. Est-ce qu'on peut passer à la page 21, Mathieu? Le facteur qui est important, puis ça, c'est pour nous autres ce qu'on appelle notre carte de travail vraiment, c'est s'assurer que notre portefeuille, donc fonds en soi, est très différent du marché américain. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'on est différent dans les bonnes choses, dans les bonnes sphères. Nous, ce qu'on regarde dans les attributs, c'est s'assurer que les attributs qu'on veut avoir à l'intérieur, qu'on veut rechercher, qui vont être valorisés au cours des prochains 6 à 12 mois, sont présents, qui sont assez statistiquement différents de l'indice. Donc, les barres verts vont vous dire que techniquement, oui, c'est statistiquement, positivement très, très différent. Et les rouges vont dire que techniquement, c'est un peu statistiquement différent, mais un petit peu négatif. Et vous regardez à travers les barres rouges, il y en a dans deux choses. Le bêta va être un peu plus élevé, et c'est normal parce que le portefeuille en soi a une composante un peu plus élevée que l'indice en petite capitalisation. Mais en termes de bêta, c'est pas si différent que ça. Ce qui est intéressant, le dividende aussi est un peu plus faible. Mais ça, c'est normal. Bien des petites capitalisations ont un taux de dividende beaucoup plus faible que le S&P 500. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous troquez ce côté-là
pour une meilleure évaluation. Donc, vous avez un meilleur price to book, price earnings et price to sales que le S&P 500. Et en même temps, vous avez un potentiel de croissance assez intéressant. Si vous regardez ce qu'on appelle le earning growth année sur année, quarterly, c'est presque 67-68% versus 40% pour l'indice S&P 500. Donc, le potentiel derrière ça est assez intéressant à long terme, surtout si vous regardez la croissance sur la période de 1 an, c'est de 65 versus 33. Donc, vous pouvez voir que vous payez des titres qui ont un faible prix, mais en même temps, vous avez un potentiel de croissance assez intéressant sur le long terme. Et en plus, de l'autre côté, le consensus. Donc, on s'assure qu'il ne faut pas se battre contre le marché, mais se maintenir dans le marché. Le consensus de ce portefeuille-là est bien positionné. On peut voir qu'il suit bien les mouvements de prix des marchés sur des périodes mobiles de 6 mois à travers le temps. Supérieur, je dirais, par rapport à l'indice. En même temps, si on regarde les estimés sont revus de façon positive. Donc, ce portefeuille-là a des révisions beaucoup plus intéressantes positivement que le S&P 500. Puis pour finir, la qualité du portefeuille, qu'on appelle la bonne gouvernance, qu'on regarde de plus en plus, ce qui fait partie de nos choses, en termes de risk score, ce portefeuille-là est très différent par rapport au S&P 500. C'est peut-être pas grand, 2.6 versus 2.1, c'est peut-être 0.5, c'est pas énorme, mais dans cet univers-là, c'est statistiquement assez significatif pour dire que la qualité et la robustesse de ce portefeuille-là est là. Donc, à long terme, ça devrait profiter à l'investisseur. On peut passer à l'autre slide. Bon, comment on a fait ça, puis comment on est arrivé là? C'est là qu'on va vous expliquer comment le fonds Action US de SSQ a été fait et intégré, puis les résultats qui en ont découlé au cours de ces périodes-là. On peut partir à la page 23. Bon, c'est un projet qui a commencé vraiment en 2014. Dans l'année 2014, on gérait déjà de l'argent pour le côté institutionnel de SSQ, pour certains de ses clients, et ils voulaient l'offrir à un niveau plus au point de vue de détail et autres. Puis malheureusement, dans la stratégie qu'on avait, il y a une section qui utilisait du long short et autres, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Fait que l'idée, c'est de s'assurer qu'on pouvait trouver quelque chose similaire, mais qui était de nature longue et qui était facile à contrôler et en même temps à expliquer à travers tous les univers. L'idée, c'est qu'on a trouvé une façon de créer un portefeuille qui combinait notre stratégie longue sur le S&P 500 et une partie longue sur ce qu'on appelle notre stratégie US Small Cap. L'idée, c'est de savoir c'était quoi la représentation, c'était quoi les poids qu'on devait fixer là-dessus. Puis pour faire ça, on a fait ce qu'on appelle le classique. On a travaillé à travers les paramètres de gestion actifs, donc quel est le potentiel de valeur ajoutée, quels sont les potentiels effectivement de battre le marché sur des périodes mobiles, comment on peut se maintenir là-dessus. Les paramètres de rendement risque, pour nous, c'est toujours important de s'assurer que pour chaque unité de rendement qu'on prend, on a le risque qui est approprié et non pas l'inverse. On peut rajouter énormément de rendement en prenant des risques totalement irrationnels et malheureusement, à long terme, ça vient toujours nous hanter et nous faire perdre de l'argent. Et surtout, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on s'assure que ces stratégies-là passent des stress tests à travers des périodes bien spécifiques. Par exemple, à travers la crise financière, après les rebonds, toutes ces choses-là, s'assurer que ce portefeuille-là se maintient le cap, capable de maintenir un poids qui est assez robuste et logique à travers le temps. Non pas on dit juste, excusez l'anglicisme, mais du data selection, dont on a un titre qui fait très bien, mais dans le futur, risque d'être aléatoire et totalement dur à prédire. Fait qu'à la fin de tout ce travail-là, on est arrivé à la conclusion que le portefeuille devait avoir à peu près une exposition à 67% au niveau des stratégies d'action Hillsdale American Core et à peu près 33% au niveau des titres de faible capitalisation, la stratégie de faible capitalisation. En maintenant ces poids-là, on s'est rendu compte qu'à travers le temps, la robustesse était là. On était capable d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et en même temps, ça donnait un point solide qui était ancrable et physiquement peu difficile à expliquer à travers le temps. Est-ce qu'on peut aller à l'autre page, Mathieu? L'idée, c'est qu'une fois qu'on a été blessé, il faut s'assurer avec notre client, dans ce cas-ci, c'était avec SSQ, qu'on avait des cibles et des rendements et des objectifs qui étaient logiques et qui ont été capables de travers le temps. Le portefeuille en soi, c'était d'acheter une valeur ajoutée d'à peu près de 4 à 6 une volatilité assez similaire au marché. L'erreur calcage ou tracking error en anglais, c'est s'assurer que, en fonction de l'indice, on prend un niveau de risque, mais on n'est pas trop à l'extérieur, tout en s'assurant que pour chaque unité de risque qu'on prend différent de cet indice-là, on est bonifié là-dessus. Et surtout depuis la période où on a connu les marchés baissiers de 2007 et autres, il fallait s'assurer que dans un marché aussi, on est capable de participer, mais en même temps qu'on donnait une protection intéressante à travers les marchés
baissier. C'est surtout que si jamais le marché tombait par 1%, ben, il faudrait trouver une façon d'éviter de tomber du même niveau. En moyenne, ça vous ferait de 80 à 90% de ce travail protégé. Donc, grosso modo, si jamais vous tombez, l'indice tombe de 1%, ben, vous tombez seulement, grosso modo, de peut-être 80 ou 90%. 80 ou 90 points de base. Et en même temps, c'est que ça, c'est en moyenne. Dans des périodes vraiment drastiques, le portefeuille est encore plus défensif que ça. On peut passer à la page 25. Puis pour s'assurer qu'on a fait des tests, puis on gérait déjà de l'argent pour SSQ. Donc, on peut voir à partir que le mandat a été changé, on a mis tout en place, on peut voir le potentiel de alpha s'est maintenu. Et on a même réussi, à travers une période qui est assez difficile pour bien des gestionnaires, à continuer à rajouter de la valeur. Vous pouvez voir que jusqu'à date, le potentiel de alpha se maintient autour de 3,4 %. Donc, c'est vraiment en fonction, une fois qu'on a enlevé le côté bêta. Est-ce qu'on peut aller à la page 26? On peut voir aussi que techniquement, en termes de volatilité, elle est un peu supérieure à l'indice. On s'attendait à ça parce qu'en introduisant un côté de petite capitalisation américaine, on devrait augmenter, mais il n'y a rien d'alarmant. Et souvent, c'est plutôt ces temps-ci, il y a eu un bout de temps où les indices en soi avaient peu de risques, étaient perçus comme peu risqués. Donc, il y avait quelque chose qui disait qu'il soit que c'était dormant ou il y avait peut-être un facteur qui faisait que techniquement, cette volatilité-là ne retrouvait pas dans le marché en soi. Même le VIX a baissé énormément, mais c'est toujours des situations qu'après coup, il peut reprendre rapidement. Est-ce qu'on peut aller à l'autre page? On a aussi s'assuré que techniquement, on maintient le tracking error. Donc, l'erreur de calcage qu'on s'était donnée, il faut s'assurer qu'on se maintient dedans, puis qu'on est capable de rajouter la valeur ajoutée qui est derrière ça pour s'assurer que chaque unité de risque que ce fonds prend, au moins, il y a une compensation qui est faite. On peut aller à l'autre page. On va arriver ça bientôt. Là, on regarde le bêta, on le maintient. Puis ça, vous pouvez voir l'implication de rajouter du small cap a fait que le bêta a été augmenté. Ça, ce sont des données journalières, donc c'est vraiment des données journalières. Quand vous regardez sur des bases mensuelles, le bêta est beaucoup plus faible, mais nous, on s'assure que sur une base journalière, là, on n'est pas en dehors de la réalité. Et on peut voir qu'il y a des périodes de temps où le risque a été augmenté dans un certain niveau. Et c'est surtout des fois, c'est peut-être plus l'indice qui a été moins risqué, donc on a dû se démarquer un petit peu plus pour acheter la valeur. Et pour toutes ces démarches-là, si on voit la page 29, on voit que ça a porté fruit. Depuis que le mandat a été mis en place, donc on a commencé vraiment à partir du 1er novembre, donc on voit que la valeur ajoutée se maintient autour de à peu près 4,2 %. Donc, en dollars US, on a fait 17,1 versus 12,9. Et les composantes, donc les grandes capitalisations ont participé. Ils ont fait grosso modo 15,4, donc une valeur achetée juste à ce niveau-là de 2,5. Et tandis que la petite capitalisation, qui était ce qu'on appelle le potentiel de valeur achetée, donc le alpha, a généré ce qu'on anticipait. Donc, on s'est remonté avec un 19,2, 19,1, donc ça donnait une valeur achetée de 6,2. Et ce qui est toujours intéressant, si vous regardez à travers les périodes annuelles, c'est que chaque portion, chaque stratégie aide le portefeuille total à bien réagir dans tous les moments. En 2016, c'était très difficile pour les grandes capitalisations. Le portefeuille de petites capitalisations a compensé, donc on a pu battre l'indice par 2,5 %. En 2017, c'était un petit peu l'inverse. C'est un peu, excusez l'anglicisme, sluggish pour les petites capitalisations, tandis que notre portefeuille de grandes capitalisations a bien participé. Donc, on a pu rajouter à ce niveau-là presque 5,4 %. Donc, on peut voir que les composantes, comme on dit, les valeurs excédentaires de chacun de ces stratégies-là sont non corrélées, dans le sens qu'ils sont aidantes. Quand un a un peu de misère, l'autre va compenser. Donc, on peut maintenir dans le cap. Et dans le dernier trimestre, on a vu que les petites capitalisations ont très bien fait. On a rajouté presque 6,7 % par rapport à l'indice S&P 500, juste à ce niveau-là. Donc, les petites capitalisations ont fait 10,1 versus 3,4 pour le S&P 500. Donc, ça a été une très bonne période pour les petites capitalisations à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut... Ça répond les choses. Là, la question après ça, une fois qu'on a montré ça, c'est comme on dit toujours, voir de façon rétroactive, donc voir dans notre miroir en arrière pour voir ce qui se passe. Mais pour ce qui est le portefeuille en soi, est-ce qu'on voit des opportunités puis comment on est bien positionné pour le futur? Si on peut aller à la page 31, je vous ai montré les attributs qui sont tout assez intéressants. Puis là, on voit que le côté, une fois qu'on regarde le portefeuille d'intérêt qui est derrière ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le côté diversifié, la bonne gouvernance et les évaluations qui sont assez attrayantes. Si on regarde la page 32, ça nous amène à trouver des titres qui sont très intéressants au niveau de la santé, au niveau de la technologie, information technology, les matériaux et le côté financier.
sont vraiment les secteurs où on peut avoir des titres assez intéressants qui valent la peine de surpondérer par rapport à l'indice S&P 500. Si on regarde la page 32, une fois qu'on connaît ça, mais il y a des raisons derrière ça. Puis dernièrement, on a vu que l'activité manufacturière américaine est à la hausse. Et vraiment, là, par rapport au Canada, là, on voit un genre de reprise, il y a un pick-up. Ça devient intéressant. Il y a un petit fléchissement au début, mais après ça, c'est reparti. Fait que vraiment, pour nous autres, c'est très intéressant. Et surtout que par rapport à l'autre partie, l'Europe, ces choses-là, c'est très solide. Donc, le marché américain, pour ce côté-là, côté manufacturier américain, est assez intéressant. On peut aller à la page 34. Des bénéfices. Comme je l'ai dit, techniquement, ça s'assure que les bénéfices sont intéressants. Et c'est surtout la tendance qui est assez intéressante. On voit qu'à travers le temps, les bénéfices sont toujours en augmentation. Donc, si on continue à maintenir ce genre de choses-là, ça vaut la peine d'avoir de l'argent investi là-dedans parce que déjà là, les bénéfices de ces compagnies-là sont en train d'augmenter de période en période. Les courbes de couleur sont pour les bénéfices pour chacune des années à travers le temps. Et comme vous pouvez voir, la courbe est toujours en train de monter. Donc, surtout la dernière, là, au niveau des bénéfices, on voit qu'elle est en train de pousser vers le haut. Fait que pour un centre de côté-là, c'est très intéressant d'avoir des earnings qui sont assez solides. Surtout si on regarde la page 35. Une des questions qu'on regarde ces temps-ci, c'est qu'on a eu des réformes fiscaux aux États-Unis. Et ça, ces réformes fiscaux-là, selon des statistiques qu'on a regardées à travers le temps, ça porte un avantage énorme sur les petites capitalisations. C'est eux autres qui vont en profiter le plus. Et c'est vraiment eux qui vont en maximiser ce genre de choses-là. Donc, si ça se maintient, puis il n'y a pas de renversement de ces réformes-là, ben pour les 6 à 12 prochains mois, là, les petites capitalisations devraient avoir leur bottom line, donc leur earnings, augmenter, donc amener des bénéfices beaucoup plus élevés et en même temps être capable de profiter de ce côté-là, puis amener des titres de valorisation plus élevés, même en gardant le multiple au même niveau. Juste ça va faire que techniquement la valorisation du titre va augmenter plus vite que le S&P 500. Est-ce qu'on peut aller à la page 36? L'autre facteur, on se fait toujours poser la question, mais oui, mais là, l'univers américain, c'est intéressant, mais les taux d'intérêt sont à la hausse. Ça, c'est vrai. On le remarque. Partout ailleurs, il y a toujours des taux à la hausse, surtout avec ce qu'on voit ces temps-ci. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'on peut bonifier là-dessus. Mais l'intérêt, c'est que même avec des taux à la hausse, si on regarde à la page 37, en termes de statistiques, en termes historiques, dans des périodes où les taux d'intérêt sont à la hausse, les petites capitalisations sont avantagées beaucoup plus que les grandes capitalisations. Puis souvent, c'est que techniquement, ces hausses-là viennent surtout du fait que techniquement, l'inflation est à la hausse. L'économie est en surchauffe, donc le côté domestique. Donc, si c'est le côté domestique, donc ça affecte beaucoup plus les petites capitalisations, donc ça reflète beaucoup plus et par rapport aux grandes capitalisations. Et même là, c'est assez intéressant, c'est que quand on a des taux d'intérêt qui augmentent de plus de 50 points de base, c'est vraiment les petites capitalisations qui sont en train de prendre tout le dessus. C'est comme si eux sont en train de maximiser la valeur qu'il y a derrière ça. Fait que tout ce qui se fait comme surchauffe, tout ce qui se fait comme pression inflationniste, ça a l'air de refléter beaucoup plus dans ces types de petites capitalisations qui vont suivre beaucoup plus rapidement à la hausse et même des hausses d'intérêt, c'est vu de façon positive pour ce genre de capitalisation-là. 38, s'il vous plaît. Et c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Parfait. Ben, merci beaucoup, Johnny. Comme tu dis, on va passer à la période de questions. On a deux questions pour l'instant. Première question. Pourquoi limiter à 33% le poids de la stratégie d'action américaine de faible capitalisation? 33%, quand on a fait nos études, puis avec le travail qu'on a fait avec notre équipe de SSQ, ces choses-là, on s'est rendu compte que si on commençait à dépasser ce 33%-là, on augmentait énormément la volatilité du portefeuille sans nécessairement bonifier la valeur ajoutée qu'il y avait derrière ça. Fait que c'est comme un genre de position que ta courbe, sur ta courbe d'efficacité, là, on commençait à baisser, puis ça faisait que techniquement, chaque fois qu'on rachetait plus de petites capitalisations, le risque qu'on prenait n'était plus compensé. Donc, il arrive à un genre de point où que trop c'est comme pas assez, ben là, on est arrivé à ce point-là, puis donc, écoutez, il faut mieux maintenir un point à 33%, le gérer de façon logique. C'est là-dessus qu'on a des déviations de plus ou moins 5%, dépendant des conditions de marché. Mais en maintenant ce cap-là, ça nous discipline à toujours s'assurer qu'on est en équilibre et qu'on ne prend pas un risque inutile et totalement illogique par rapport au potentiel de valeur ajoutée qu'on peut arriver à long terme. Je comprends.
Deuxième question, pensez-vous que le cycle des marchés des actions de faible capitalisation tire à sa fin? C'est sûr que c'est une des conditions qu'on entend souvent. Puis surtout au cours des dernières années, on s'entend bien, le marché américain était très, très fort. La variable, le wild card, excusez l'anglicisme, le wild card, c'est notre ami Donald Trump. C'est toujours pas évident. Mais c'est sûr que de ce côté-là, il faut s'entendre que le marché américain représente 50% du marché des actions à travers le monde. C'est non négligeable. Si c'était juste point de vue indiciel, ce serait une question assez, je dirais, difficile à répondre, parce que là, ça serait dire, ben, tu n'as pas de porte de sortie, tandis que quand tu rentres dans la gestion active, il y a toujours des titres qui vont mieux faire. Même durant les grandes crises, dans les périodes de 1920 et 1929, ces choses-là, il y avait encore des titres qui faisaient beaucoup mieux, qui étaient positifs, même dans les marchés baissiers. C'est s'assurer qu'avec la gestion active, on est capable de les trouver et en même temps garder une certaine diversification, qu'on évite d'avoir des secteurs qui sont peut-être en surchauffe qu'on peut éviter. Fait qu'actuellement, les seuls secteurs qu'on peut voir qui sont intéressants dans notre cas, nous, c'est le côté santé, technologie, qui sont encore en mouvement puis en ébullition, il n'y a pas de problème là-dessus. Et le côté financier, là-dessus, sur les petites capitalisations, même avec les hausses de taux, comme je vous ai présenté, ça risque de devenir de plus en plus intéressant. Donc, le marché en soi n'est pas encore complètement fini. Le cycle n'est pas encore fini. On arrive peut-être vers la fin où je dirais toujours le point d'inflexion où la gestion passive prend moins d'importance, mais on devrait avoir de plus en plus une gestion active. Easy money is gone, hard money is there, puis il faut trouver un bon gestionnaire pour le trouver. Parfait. On a reçu 2 autres questions entre-temps. Comment faites-vous pour suivre autant de titres? Avez-vous une gestion top-down? Actuellement, non. Nous, notre approche, je ne sais pas, j'ai mis en annexe un peu comme on fait, on est bottom-up. On est vraiment des gestionnaires, des stock pickers dans l'anglicisme. On a 40 000 titres. Sur le marché américain, on couvre à peu près, grosso modo, autour de presque 5 000. Donc, je vous ai montré ceux qui sont vraiment accessibles. L'idée, c'est là-dessus, c'est que la beauté, en une approche fondamentale, quantitative, suivre des titres à une quantité de même, du point de vue quantitatif, c'est beaucoup plus facile. Donc, on n'est pas nécessairement biaisé ou pris dans un secteur comme tel. Fait que pour nous, ce n'est pas un problème. Le côté où ça demande un peu d'énergie et un peu d'effort, c'est de penser aux stratégies qui vont profiter au cours des prochains 6 à 12 mois. Et règle générale, on les a déjà assez bien couverts que c'est juste pour nous une rotation qui se fait. Fait que, une fois que la stratégie est mise en place, c'est juste du fine-tuning et des ajustements. Fait que c'est pas très, très compliqué pour nous. Parfait. Puis dernière question, quelle est votre défense contre une hausse de la devise? Là, c'est sûr que la beauté de hausse contre la devise, si jamais ça arrive, les grandes capitalisations déjà là vont avoir un peu de misère. Il y en a qui vont bien faire parce qu'ils sont capables de gérer la devise. Nous, dans notre cas, le fonds en soi est non couvert. Mais à l'intérieur, c'est comme le classique, les titres qui sont à l'intérieur du portefeuille vont réagir de façon soit positive ou négative. Les titres domestiques, si jamais les titres, le dollar américain se déprécie, bien, les grandes capitalisations vont bien faire. Parce que si le titre s'apprécie, la devise s'apprécie, les petites capitalisations vont bien s'apprécier parce qu'effectivement, ça va être un aspect domestique, donc ils vont être capables de se maintenir à l'intérieur d'eux autres-mêmes et se vendre à l'intérieur d'eux-mêmes. Fait que la dynamique se fait mieux comme telle sur ce côté-là. Pour ce qui est de gérer la devise, nous ne sommes pas des gestionnaires de devise. Nous regardons simplement ce qui se passe et on se donne le portefeuille comme tel en dollars US. Parfait. Ben, je pense que c'est très clair. On n'a pas d'autres questions pour le moment, donc ça va conclure la présentation. À tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation, puis revenez-nous au mois de septembre pour le prochain webinaire. Donc, bonne journée à tous. Merci, Mathieu.